Bonjour à tous, je vous propose de reprendre le webinaire pour un temps autour de comment est-ce qu'on accompagne des agriculteurs dans un projet territorial de valorisation de biomasse. Cette partie du webinaire, elle est organisée avec la Chambre d'agriculture de l'Aisne, la Chambre d'agriculture de la Somme, Unilassal et Agrotransfert, tous étant partenaires du projet Réseau Site Démonstrateur, cadre dans lequel nous organisons ce webinaire. Ici, nous allons regarder en fait comment est-ce qu'on arrive à fédérer les agriculteurs autour d'un projet avec la démarche Philabium. Et nous allons plus particulièrement regarder ces parties de comment est-ce qu'on organise la production et du coup comment est-ce qu'on échange avec les agriculteurs, comment on les amène à s'impliquer dans le projet pour réussir à établir une relation de confiance et à mettre en place concrètement la filière d'approvisionnement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va plutôt ici regarder les liens qui vont exister entre le porteur de projet et les agriculteurs. Ce forum, en fait, il fait référence assez souvent à deux des guides de la démarche Philabium. Le premier guide, c'est comment fédérer les agriculteurs autour d'un projet et l'autre, comment accompagner un porteur de projet. Toujours dans le PDF que vous pourrez télécharger à la fin, vous aurez, en cliquant sur les petites images, le lien vers le site internet Philabium et plus particulièrement ces guides que vous pourrez consulter. On vous propose deux vidéos pour commencer. La première vidéo, elle va porter sur accompagner un projet porté par un collectif d'agriculteurs. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment l'idée que le collectif d'agriculteurs, c'est lui le porteur de projet et on va avoir le retour d'expérience de deux conseillers sur comment est-ce qu'on accompagne ces collectifs d'agriculteurs pour les amener à conduire leur projet. Le premier intervenant dans la vidéo, ça va être Romain. Romain, il travaille à la Chambre de la Somme et il est responsable du service appui au territoire qui est dédié à la réalisation d'études réglementaires pour les agriculteurs et les collectivités territoriales. Et il est également responsable du service production végétale dédié à tout ce qui est conseil technique pour les agriculteurs. Et c'est l'un des partenaires du projet et il a suivi en particulier le territoire pilote de la centrale biométhane en Vermandois avec Guillaume. Guillaume Roturo, c'est le second intervenant dans la vidéo qui, lui, est chargé d'une mission sur les énergies renouvelables, principalement la méthanisation et le solaire photovoltaïque au sein de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Puis après, nous aurons l'intervention de Loïc Sauvé. Loïc est enseignant chez Unilassal sur toutes les questions autour de l'innovation managériale, de la gouvernance des réseaux d'acteurs, entre autres. Et il reviendra sur une étude qui a été faite dans le cadre du projet sur quelles sont les motivations qui amènent les agriculteurs à s'impliquer dans un projet de valorisation de biomasse. Dans le cadre de la démarche Philabium, se pose la question d'accompagner un projet collectif d'agriculteurs porteurs d'un projet de valorisation de biomasse. Voici notre retour d'expérience au travers de 3 points importants pour le conseiller. Premier point, la posture du conseiller. Deuxième point, l'accompagnement du porteur de projet. Et enfin, le montage du projet. Pour pouvoir bien accompagner un collectif d'agriculteurs, il est important d'être tout d'abord disponible et réactif. Un porteur de projet qui va nous contacter, ce qu'il veut avant tout, c'est pouvoir nous rencontrer, échanger avec nous. Et dans la mesure du possible, c'est important de pouvoir le rencontrer assez rapidement pour pouvoir échanger et pouvoir le connaître. Ce qui est important également au cours de cette première rencontre, c'est de définir le cadre de l'intervention, de définir un peu les limites, savoir ce qu'on va pouvoir apporter au groupe, et puis être en mesure de pouvoir répondre au plus près aux attentes et aux besoins de ce collectif. C'est important de rencontrer les agriculteurs qui constituent le groupe, tout d'abord pour établir une relation de confiance. Puisque c'est des projets qui sont généralement longs, qui s'inscrivent dans la durée, c'est important d'établir quand même cette relation de confiance dès le départ. Au cours des différentes rencontres, ce qui est important également, c'est de structurer les différents rendez-vous qui vont avoir lieu. Donc c'est déjà définir un ordre du jour pour bien structurer les différentes interventions. L'ordre du jour il permettra de définir les différentes thématiques qui seront abordées, puisque ce qu'on constate dans la plupart des cas, quand on commence à accompagner un groupe d'agriculteurs, c'est qu'on a une multitude de questions sur des thématiques qui sont très très différentes.
Par exemple, si c'est dans le cas d'un projet de méthanisation, on aura aussi bien les aspects agronomiques, de production et de constitution d'approvisionnement. Ça pourrait être des questions juridiques, fiscales, techniques aussi, surtout. Donc il est important dès le départ de bien structurer le contenu des différentes rencontres. Et puis aussi de rédiger des comptes rendus après chaque intervention pour noter les points les plus importants et puis aussi se rappeler, faire un peu un historique des différentes rencontres. Au cours de l'accompagnement, le conseiller il a aussi pour rôle d'aider le groupe à prendre du recul par rapport à son projet, mesurer les conséquences, les impacts sur les exploitations agricoles, ne pas se concentrer uniquement sur le projet en tant que tel, mais aider les agriculteurs à réfléchir aux impacts sur leurs propres exploitations, puisque les objectifs et puis les conséquences du projet peuvent être différentes d'un agriculteur à l'autre. En ce qui concerne l'accompagnement du groupe, ce qui est important dès le départ, c'est de bien cerner la demande et le besoin des agriculteurs pour bien calibrer un peu le domaine d'intervention du conseiller, puisqu'on peut se rendre assez rapidement compte qu'on n'a pas forcément toutes les réponses à toutes les questions et on va avoir besoin éventuellement d'aller chercher d'autres compétences auprès d'autres conseillers ou alors à l'extérieur. Et donc c'est important quand même de bien connaître les attentes et les besoins des agriculteurs, sachant que ces attentes, elles vont évoluer en cours de projet, tout simplement parce que les porteurs de projet vont avoir de nouvelles questions, on va avoir des problèmes ou des questions qui vont émerger en cours d'accompagnement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin de bien connaître dès le départ et puis après de pouvoir évoluer dans l'accompagnement. Ce qui est important également, c'est de s'assurer de la disponibilité du groupe, puisqu'on l'a dit, on n'est pas là pour faire à la place du groupe, on est là pour faire avec le groupe. Donc ça c'est bien important de s'assurer de la disponibilité des uns et des autres, même si dans un collectif, surtout si les agriculteurs sont nombreux, on n'a pas forcément besoin d'avoir la présence de chacun à chaque rencontre. En tout cas, c'est important d'identifier les agriculteurs qui seront relais, ou leaders, ou moteurs, on peut les appeler de différentes façons, qui seront en fait l'intermédiaire entre le conseiller et les autres agriculteurs du groupe. C'est important également de bien connaître les motivations du groupe et les motivations des individus, puisque en fait les motivations de chacun peuvent être différentes des motivations du collectif. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien connaître dans le groupe, identifier des personnes ressources, qui seront un peu le relais. On pourra les faire travailler sur des thématiques bien spécifiques. Par exemple, sur des projets un petit peu plus complexes, comme la méthanisation, on va avoir la question de l'approvisionnement, on va avoir la question de la logistique, on va avoir la question de la technique. Donc, en fait, le collectif, on va besoin d'identifier certaines personnes relais, ressources, qui s'occuperont de ces sujets-là. Ce qui est important également, c'est de s'adapter au rythme du groupe. En fait, comme ce sont des projets qui s'inscrivent dans la durée, parfois 2-3 ans, le projet doit mûrir avec les individus. On a besoin par moment de laisser du temps de réflexion, notamment pour prendre des décisions qui sont importantes, qui vont engager le groupe. On va avoir des engagements qui vont être lourds de conséquences, qui vont avoir des répercussions sur toute la suite du projet, notamment quand ils font contractualiser avec un constructeur en particulier. Donc là, c'est des décisions qui sont lourdes. Faut que tous les agriculteurs du projet soient d'accord pour prendre cette décision, il faut que ce soit unanime, il faut que ce soit partagé, il faut peser le pour, le contre, et puis que la décision elle soit vraiment unanime et puis collective. Ce qui est important également, c'est de permettre au groupe de prendre du recul sur son propre projet, d'avoir une vision d'ensemble des différentes problématiques, de mesurer les conséquences du projet, on l'a dit, sur les exploitations agricoles par exemple. Et puis, ce qui est avant tout important, c'est de pouvoir s'adapter au projet et aux interlocuteurs. Dernier point, ce qui concerne le montage du projet, surtout s'il concerne un approvisionnement en biomasse, ce qui est important, c'est de disposer de connaissances, de références techniques, avoir des itinéraires techniques, avoir mesuré les coûts de production, les coûts logistiques, les différentes conséquences en termes de mécanisation. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'appuyer en interne sur des ressources, notamment du service agronomie ou du service machinisme. Ce qui va intéresser le groupe, c'est vraiment d'avoir des apports concrets, techniques, sur l'itinéraire, sur les modalités de mise en place, sur
sur les coûts de production, sur les choix de mécanisation qui peuvent s'imposer. On peut toutefois indiquer qu'il faut rester notamment prudent sur les aspects potentiels de production, surtout sur des cultures qui sont nouvelles, comme par exemple les intercultures en méthanisation. On a un petit peu de recul en Picardie, puisque ça fait quand même quelques années qu'on fait des essais et des expériences. Malgré tout, on constate quand même, notamment par rapport aux conséquences du changement climatique, des risques de sécheresse qui sont de plus en plus avérés. Donc on a quand même besoin de prendre certaines précautions par rapport aux approvisionnements, étudier des solutions de repli, bien mesurer les impacts, en tout cas en termes d'approvisionnement, de sécurisation du gisement sur le projet. Les éléments à retenir de ce retour d'expérience est l'adaptabilité du conseiller. En effet, chaque groupe est particulier et évolue différemment. 2 choses clés sont à retenir. Le conseiller travaille pour et avec le groupe, mais ne travaille pas à la place du groupe. Deuxième point, le conseiller doit évoluer avec les porteurs de projet. L'accompagnement et l'adaptabilité est permanente. Toute la démarche Philabium est disponible sur le site internet. Je vais vous présenter les résultats d'une étude consacrée à la motivation des agriculteurs à intégrer un projet de la bioéconomie, en l'occurrence une unité de méthanisation territoriale. Donc, cette étude a été conduite sur les années 2018 et 2019, centrée donc sur les facteurs de motivation à la fois individuels et collectifs des agriculteurs, pour essayer de comprendre quels sont les facteurs clés de succès, mais également les freins pouvant les intégrer à des unités de méthanisation. Une première partie de l'étude était consacrée à l'approche de leur motivation, alors les motivations à la fois individuelles et collectives. Alors ces motivations sont de nature diverse. Une caractéristique très forte des projets de la bioéconomie, c'est d'avoir finalement, en plus des motivations, on va dire, qui constituent le socle de toute implication d'agriculteurs, qui sont les motivations économiques et les motivations agronomiques, d'autres types de motivations qui apparaissent, notamment les motivations de type cognitif et les motivations de type sociétal et territorial. Alors je m'explique un peu sur ces 2 types de motivations. Les motivations cognitives font référence au fait que les agriculteurs, quand ils intègrent un projet de méthanisation, vont devoir acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles ressources éventuellement, faire de nouveaux contacts, établir de nouveaux réseaux professionnels. Donc ils vont élargir leur base de connaissances. Donc les motivations peuvent être de s'enrichir, d'augmenter les ressources cognitives. Un deuxième objectif sont donc évidemment les motivations à la fois territoriales et sociétales, c'est-à-dire que l'agriculteur va avoir dans les projets de méthanisation territoriale une occasion d'élargir ses contacts au niveau local avec d'autres agriculteurs, mais aussi avec d'autres industriels, voire avec des collectivités territoriales. Et bien sûr, ça fait référence à des motivations sociétales, parce que le tournant de la bioéconomie et la recherche de bioénergie fait référence évidemment à des besoins en termes de développement durable. Et donc les agriculteurs vont voir dans cet aspect de motivation sociétale une motivation supplémentaire d'intégrer ce type d'activité économique. Donc l'objectif de ce projet, de cette phase de ce projet en tout cas, c'était donc d'essayer de comprendre ces motivations et ces freins. Donc évidemment, c'était un point clé, parce qu'à partir du moment où on arrive à créer de la confiance du point de vue de l'agriculteur, dans son implication à des projets de méthanisation territoriale, bien évidemment, ça va assurer le départ, l'émergence du projet, mais plus fondamentalement, sa pérennité sur le long terme. Donc tout ce travail d'enquête et d'étude à partir des motivations des agriculteurs à intégrer un projet de méthanisation territoriale a débouché sur une typologie. Une typologie, donc finalement un mode de classification des agriculteurs, non pas sur des caractéristiques technico-économiques ou d'âge ou autres, mais tout simplement sur leur capacité, leur motivation à intégrer ce projet. Ça aboutit à un cadran à 4 cases. Une première catégorie dans la typologie, c'est donc les agriculteurs leaders, qui apparaissent à la fois motivés sur des aspects individuels, mais également sur des aspects collectifs, et donc qui vont se voir confier naturellement dans le projet des tâches de leadership, de dynamique globale de projet, de pilote de projet. Donc c'est vraiment sur ce type de profil d'agriculteur qu'on va essayer de faire reposer le projet. Il y aura une deuxième catégorie d'agriculteurs qui seraient les agriculteurs moteurs, donc quelque part des agriculteurs qui sont fortement sensibles aux motivations territoriales,
sociales, environnementales, et qui vont donc apparaître comme des relais très importants dans le projet, notamment en appui sur des tâches opérationnelles aux leaders du projet. Il y aura une troisième catégorie, ça serait l'agriculteur entrepreneur, donc l'agriculteur qui est fortement motivé pour des aspects individuels, notamment dans la dimension technico-économique, et qui va donc apparaître comme un apport important dans le projet, qu'on va considérer comme quelque part partie prenante du projet. Et enfin, l'agriculteur neutre, a priori moins motivé sur des aspects soit collectifs, soit individuels, et qui va à terme potentiellement se raccrocher à la dynamique de projet. Pour aller plus loin sur cette typologie, je vous conseille d'aller voir sur le guide comment fédérer les agriculteurs autour d'un projet. De nouveau, on vous laisse la possibilité de poser vos questions par écrit ou bien en levant la main. Normalement, l'option est bien activée, donc vous pouvez cliquer pour lever la main et on vous donnera la parole. Donc, on attend vos questions. Jean-Pascal, tu as par priori le micro ouvert. Oui, vous m'entendez là, c'est bon? C'était pour savoir si lors des travaux avec les acteurs lors de l'expérimentation du projet ou a posteriori ou à d'autres occasions, cette proposition de démarche très structurée, très englobante, très intégrative, en prenant en considération pas mal de choses au-delà du projet, strictement du projet, comment est perçue cette proposition de démarche plus large que strictement l'accompagnement pour la réussite du projet technique ou technico-économique? Quelle est la perception des gens que vous avez côtoyés face à cette proposition? Si j'ai bien compris la question, l'idée c'est de comment est-ce qu'on perçoit la démarche Philabium, en n'ayant pas une démarche seulement technique, mais qui prend également en compte les aspects humains et territoriaux. Peut-être que Guillaume ou Romain pourraient, s'ils le veulent, dire comment est-ce que dans leur métier, ils prennent en compte ces différentes approches et si c'est quelque chose qui est nouveau ou pas nécessairement. Romain, tu as le micro ouvert apparemment. Ouais, bonjour Jean-Pascal, bonjour tout le monde. Effectivement, la démarche est plutôt nouvelle par rapport au projet historique. Cependant, au vu des projets, de la taille des projets, du nombre d'acteurs qu'il y a autour des projets, c'est plutôt bien accueilli de prendre en compte les attentes de chacun, mais aussi des collectivités et puis et du citoyen. Donc, en tout cas, nous, c'est bien accueilli et on n'a pas de difficulté à employer cette méthode-là. Merci Romain. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a une question de Christine Leclerc sur quelle spécificité de la posture du conseiller dans ces projets territoriaux de valorisation de biomasse. Donc, si je comprends la question, c'est est-ce qu'il y a finalement quelque chose de nouveau et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui va caractériser la posture du conseiller par rapport, dans les projets de valorisation de biomasse de la bioéconomie, par rapport aux autres projets? Est-ce que, Guillaume, par exemple, est-ce que tu veux répondre? En fait, je pense pas que l'accompagnement de projets pour la création de filières et de constitution d'approvisionnement en biomasse, ce soit quelque chose de nouveau, quoi. Bon, c'est vrai que là, dans le cadre de la démarche Philabium, on a essayé vraiment de décrire ce qui était réalisé concrètement dans l'accompagnement de collectifs d'agriculteurs ou de projets individuels. Maintenant, c'est pas forcément nouveau, hein. On essaye, quand on intervient pour accompagner des porteurs de projets, on intervient de manière assez flexible, hein. Donc on a pour habitude
enfin voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et on essaye vraiment de s'adapter à la demande du porteur de projet, en intégrant forcément, éventuellement, des spécificités liées au projet, hein. Donc, mais c'est pas nouveau, quoi. Enfin, le conseiller, enfin, notamment en chambre d'agriculture, il a pour habitude d'être assez flexible par rapport à l'accompagnement qu'il peut proposer et puis aux réponses qu'il peut fournir, quoi. C'est quelque chose où, enfin, voilà, on s'adapte au fur et à mesure, on évolue dans nos métiers, mais enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas pour nous, quoi. Merci Guillaume pour cette réponse. Il y a Claire Hamed, donc qui travaille aussi chez Agrotransfert sur un autre projet, qui demande qu'est-ce qui change par rapport à avant. La question est large. Je vais peut-être me permettre de répondre. Enfin, je ne sais pas si ça porte seulement sur le conseil ou plus globalement avec la démarche Philabium. La démarche Philabium, elle ne vient pas forcément changer quelque chose. Elle a plus pour objectif d'expliciter. En fait, le suivi des territoires pilotes, il était là aussi pour voir qu'est-ce qui se fait, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut expliciter et qui vont vraiment permettre de faciliter l'essor des filières de la bioéconomie. Là où on voit aujourd'hui, où ça bloque tout à l'heure, on avait une question sur est-ce qu'on prend aussi en compte ce qui ne marche pas. Justement, c'est ça, c'est expliciter finalement les choses qui marchent. Après, qui marche des fois dans un contexte et qui ne marchera pas forcément dans d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on a bien dit que c'était des clés de réussite. C'est qu'on pense que ça peut contribuer à la réussite du projet. Et après, c'est à chaque acteur, que ça soit le conseiller ou le porteur de projet, de regarder si dans son cas, ça peut bien s'appliquer et si ça peut être intéressant pour l'aider à cheminer vers la mise en place concrète de sa filière concrète au sein du territoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui lèvent la main. Il y a d'autres questions encore. Alors, est-ce que l'on peut donner des exemples d'actions qui vont être prises en charge par des agriculteurs leaders ou des agriculteurs moteurs? Donc, c'est par rapport à la deuxième vidéo. Alors, dans le guide « Comment fédérer les agriculteurs autour d'un projet », il y a typiquement ce type de préconisation plus concrète avec des clés de réussite de qu'est-ce qu'on peut donner aux agriculteurs, mais peut-être que Romain ou Guillaume ont des exemples précis, ou peut-être aussi Loïc, sur ce qui peut être donné dans un cas qu'ils auraient pu être étudiés ou suivis. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à la question? Donc, d'exemples d'actions qu'on peut donner à des agriculteurs leaders ou des agriculteurs moteurs. Donc, ouais, éventuellement, si on veut donner un exemple un peu plus concret, si on prend par exemple un collectif qui a un projet de méthanisation agricole, donc c'est vrai que généralement on a quand même des collectifs qui sont assez nombreux. Enfin, bon, c'est assez variable selon la taille du projet, mais par exemple on pourra avoir un agriculteur qui va vraiment se spécialiser sur la partie production de biomasse. Donc c'est vraiment analyser l'itinéraire technique, le coût de mécanisation, les choix de matériel qui sont à mettre en place, l'organisation du travail éventuellement aussi. Puisque ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir au-delà d'un travail sur sa propre exploitation, on va vraiment avoir une organisation du travail et des chantiers en commun pour essayer d'optimiser la partie production. Après, on peut avoir également un agriculteur qui va se spécialiser et qui va travailler les aspects logistiques. C'est toute la mobilisation des matières depuis les parcelles jusqu'au site de méthanisation. Puisque là, on va avoir une mutualisation collective des moyens de production et de chantier pour maîtriser les coûts, pour optimiser la logistique, les temps de travaux. Donc voilà, on va vraiment avoir une dynamique comme ça qui va être mise en place. Et puis après, on va pouvoir avoir un agriculteur du groupe qui va se spécialiser, par exemple, plutôt sur le montage financier du projet. Donc bien étudier les aspects budget, les aspects financement, prendre contact avec les différents partenaires bancaires ou autres. Donc voilà, on va vraiment avoir une organisation après qui va se faire, on va dire naturellement aussi en fonction des prédispositions et puis des centres d'intérêt de chaque partenaire du projet en fait.
Merci Guillaume pour cette réponse. On a une question sur savoir est-ce que les bureaux d'études et de conseil en accompagnement de projet ont pris connaissance de la démarche Philabium. Donc une question qui est plus générale au forum qui nous regroupe ici. Le but aussi de la journée, c'était justement de faire connaître à des bureaux d'études et de conseil cette démarche. Et après, c'est aussi compter sur vous quand vous sortirez de ce webinaire en disant c'était génial, j'ai appris plein de choses dont parler autour de vous pour faire connaître la démarche Philabium. Donc ma réponse est assez générale. Nous-mêmes, on a fait un travail de prospection pour essayer de la faire connaître. Mais voilà, le travail ne s'arrête pas là et c'est juste le début pour faire connaître la démarche Philabium. On a une nouvelle question également sur est-ce que la prise en compte des autres acteurs du projet, donc c'est-à-dire quand on parlait peut-être des acteurs qui ne sont pas directement en lien avec le projet, nécessite un travail particulier avec les agriculteurs. Et il y a la question qui est soulevée derrière, c'est l'acceptabilité sociale. Est-ce qu'il faut travailler forcément l'acceptabilité sociale entre, par exemple, les agriculteurs et les riverains? Est-ce que Romain, je t'ai vu hausser les sourcils, est-ce que tu veux répondre à cette question? Ouais, effectivement, sur l'acceptabilité, aujourd'hui, ça fait partie intégrante d'un projet. On sait que sur chaque projet, alors méta ou autre, mais tous les projets de taille importante, le souci de l'acceptabilité est permanent. Et donc la prise en compte des acteurs, on va dire tiers, est absolument à prendre en compte. Alors après, il n'y a pas de règle générale. Est-ce qu'on fait des rencontres directement avec les agriculteurs? Est-ce qu'on les voit en petit comité? Voilà, c'est vraiment en fonction de chaque situation. Est-ce qu'il y a déjà des tensions sur le lieu? Est-ce qu'il y a déjà des ambiguïtés avec les agriculteurs qui sont dans le projet? Voilà, il faut vraiment s'adapter au territoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut en prendre compte. Et souvent, ça passe à minima par une rencontre avec le maire, avec le conseil municipal, et plus éventuellement. Mais on peut pas ne pas les mettre dans la boucle, puisque de toute façon ils ont aussi leur mot à dire, notamment par le permis de construire. Donc il vaut mieux les intégrer en amont, travailler avec eux, tenir compte de leurs remarques, voilà, co-construire avec eux, même s'ils sont pas investisseurs et utilisateurs du projet, quoi. La question, merci Romain pour cette réponse. La question, elle portait aussi, est-ce que finalement il faut dans cette démarche impliquer les agriculteurs qui pourraient, enfin, est-ce qu'il faut, finalement là tu nous as répondu en disant il faut, dans chaque territoire il faut s'adapter et il y a toujours intérêt à aller voir les acteurs qui semblent ne pas être forcément en lien direct avec le projet. Et j'avais l'impression que la question portait aussi sur est-ce qu'il faut mettre tous ces acteurs, les faire se connaître ensemble ou pas? Est-ce que les agriculteurs, ils doivent aussi aller voir le maire pour dire qu'ils sont dans cette démarche? Je ne sais pas si tu as une réponse, toi, ou Loïc, avec tes travaux, ou Guillaume. Bah, souvent, effectivement, les porteurs de projets sont en lien direct avec le maire et les tiers. Après, quand on s'adresse plus aux citoyens ou aux habitants proches, ils sont souvent accompagnés du bureau d'études, puisqu'ils sont pas forcément habitués à ce genre d'exercice, d'aller rencontrer la population et entendre dire que le projet est pas bien, et qu'il faut le mettre très loin, et que, etc., etc., etc. Donc, c'est au porteur de projet de présenter son projet. Après, selon la cible, il peut se faire accompagner effectivement du bureau d'études, quoi. Merci. Aussi de souligner le rôle clé justement de l'agriculteur leader comme transfert de communication et comme quelque part porteur d'une vision pour le territoire. Ça peut être aussi important dans la mesure où il faut souvent convaincre. Alors il y a évidemment des agriculteurs moteurs qui sont partie prenante, puis il y en a d'autres qui seront peut-être pas forcément tout de suite partants. Et je crois que le rôle de l'agriculteur leader, ça sera justement de transformer un projet en vision pour le territoire, donc du coup impliquer de manière un peu plus forte des agriculteurs. Merci Loïc pour ce complément. Il y a justement une question qui nous a été posée par rapport à la typologie, où on nous dit que la typologie d'agriculteurs qui est présentée, elle paraît plutôt statique. Et est-ce qu'ils font partie d'un type, mais est-ce qu'ils évoluent au fur et à mesure du projet? Comment ça se passe? Est-ce que la typologie qui a été présentée là
des agriculteurs dans la deuxième vidéo? C'est du statique, une fois qu'on est dans une case, on est dans une case, ou bien ça évolue? Loïc, est-ce que... Ah bah, c'est clair que là, c'était une étude qu'on a faite à un moment donné, donc c'est une photographie. D'une part, il y a qu'un seul cas, enfin, il aurait fallu multiplier éventuellement le travail et avoir une approche diachronique, ce qu'on n'a évidemment pas eu, on n'a pas eu le temps de le faire. Et puis en plus, ça aurait supposé que le projet existait depuis un certain nombre d'années, ce qui n'est pas le cas. Donc tout ça pour dire que c'est clair que la typologie, elle est sûrement évolutive, hein. Par définition, il y a une dynamique de projet qui peut être plus ou moins positive et donc la typologie par elle-même, c'est une catégorisation qui est complètement vivante. Mais on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur cette dynamique. Il faudrait refaire un travail et puis voir comment ça a évolué. Merci. Est-ce que justement, Romain ou Guillaume, vous qui avez accompagné des projets et qui ont accompagné, vous avez un exemple d'un agriculteur qui passe d'une position à l'autre par rapport à ce qu'on a pu voir? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dont vous pourriez nous parler en retour d'expérience? Alors, on a beaucoup d'agriculteurs, effectivement, quand on essaie de répartir les rôles, ils choisissent un rôle, on va dire, par affinité, plutôt matériel, plutôt production, plutôt économique. Mais on voit couramment des changements, ou en tout cas la volonté de participer aussi à d'autres travaux. Je pense entre la production et le matériel, c'est relativement lié. On leur demande de choisir à un moment donné, ils sont peut-être intéressés par les deux, et donc on peut avoir des changements, au cours de la démarche, quoi. Ouais, ce que je peux rajouter éventuellement qu'en fait, on constate souvent en début d'accompagnement que les agriculteurs et le groupe est surtout demandeurs en fait, qu'on leur apporte des réponses très très concrètes sur les aspects techniques, quoi. Et après, au fur et à mesure en fait de l'avancement du projet, on constate un peu une montée en compétence en fait des agriculteurs. Et du coup, on va avoir un transfert de la demande sur d'autres aspects, quoi. Pas uniquement les aspects techniques ou les aspects de production, quoi. En fait, on constate que les agriculteurs se forment un petit peu au fur et à mesure. Bon, c'est un peu le but, hein, c'est un transfert de connaissances. On est vraiment là au départ pour apporter des réponses très très concrètes. Et puis on voit qu'au cours de l'accompagnement, bah, les compétences évoluent, le temps disponible des agriculteurs change également. Enfin voilà. Et du coup, c'est aussi lié au fait qu'on a une répartition des rôles à l'intérieur d'un groupe, hein. On n'a pas forcément, au cours de l'accompagnement, tous les agriculteurs qui sont présents, alors qu'au départ, ils sont vraiment tous participants, quoi. Mais par contre, c'est vrai que pour prendre les décisions importantes qui vont engager le groupe, là, on a vraiment besoin d'avoir tout le monde autour de la table, quoi. Merci pour cette réponse à 3 voix. Il y a une question qui est sur, finalement, j'ai l'impression, le lien entre les agriculteurs qui portent un projet de valorisation de biomasse et les échanges qu'ils vont avoir avec les riverains, donc les personnes qui sont autour. Donc, l'exemple plus particulier qui est posé, c'est la question de la remise en question des méthaniseurs et surtout la question des digestats. Est-ce que Romain ou Guillaume, vous avez un petit retour à nous faire sur ça, sur ben voilà, comment est-ce qu'on prend peut-être en compte les riverains dans ce type de projet? Quelles sont les clés de réussite à avoir en tête? Comment est-ce qu'on évite les embûches? Alors les clés de réussite, elles sont difficiles, si ce n'est que il faut discuter avec les habitants, avec les citoyens et tenir compte de leurs remarques. Après, peut-être le retour d'expérience quand même, c'est que à chaque fois qu'on a fait des rencontres entre habitants et porteurs de projets, c'est toujours quand même dans un climat relativement tendu, puisque les habitants qui viennent à ces réunions d'information, beaucoup ont quand même quelque chose à dire, pas forcément à l'avantage des porteurs de projets. Et les porteurs de projets sont pas habitués à entendre dire que leur projet est pas bien, qu'il doit être remis en cause, qu'il faut être déplacé, etc., que l'épandage ne doit pas se faire à cette époque-là, etc., etc. Donc c'est toujours quand même dans un climat relativement tendu. Malgré tout, ça finit souvent bien lorsque les deux font des concessions. C'est-à-dire que les porteurs de projets doivent être prêts à entendre les critiques des riverains et doivent être prêts à faire quelques concessions
pour que l'acceptabilité se passe bien, quoi. C'est pas juste une réunion d'information, mais c'est bien une réunion d'échange. Et c'est là où c'est relativement compliqué, puisque vous avez un projet, vous êtes sur votre territoire, sur votre terrain dont vous êtes propriétaire, vous respectez l'ensemble des réglementations, et malgré tout, il va falloir faire des concessions pour qu'ils soient acceptés par les habitants. Et ça, c'est pas toujours évident à entendre de la part des agriculteurs. Merci pour Romain pour cette question. En fait, la réponse de Romain, je rebondis dessus parce que ça fait le lien avec les 2 webinaires qui suivent dans cette semaine. Tout d'abord, c'est comment est-ce qu'on prend en compte les retours des personnes, enfin des acteurs du territoire quand on est porteur de projet. Et Romain, il mettait le doigt sur quelque chose d'important, sur l'importance d'accepter en tant que porteur de projet, de modifier son projet aussi par rapport au retour, alors qu'on se dit mais mon idée elle est super, je vois pas pourquoi je la bougerais. Donc c'est aussi ça qu'on essaie de dire, c'est il faut des fois bouger un peu ses lignes quand on est porteur de projet pour prendre en compte les autres acteurs, et que l'évaluation elle peut nous permettre d'apporter des éléments assez factuels qui vont permettre de juger et de rentrer au moins dans le processus de décision avec des choix qui peuvent être plus éclairés. Le deuxième élément important que j'entendais dans la réponse de Romain, c'est qu'on ne va pas à une réunion d'information, on est vraiment dans l'échange. Et ça, c'est aussi ce qu'on verra vendredi sur comment est-ce qu'on implique les acteurs du territoire. Mais une clé de réussite, c'est cette importance de passer de l'idée que le porteur de projet, il arrive, il a bien réfléchi à son projet, il va sur le territoire, il informe les gens, voilà, c'est fini. Non, on va essayer de concerter. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les réflexions, on va les prendre en tant que porteur de projet et on va modifier tout notre projet, mais c'est juste que les préoccupations des autres, elles sont légitimes, qu'il faut les accueillir et travailler à partir de celles-ci. Et donc, voilà, c'est ce que disait Romain, il faut bouger de tout, dans les 2 cas, les lignes. Et tout ça, vous pouvez retrouver des éléments dans l'un de nos guides qui est comment impliquer les acteurs du territoire dans votre projet, où il y a une partie qui est dédiée justement à l'échange avec les citoyens, qui revient un peu sur des petites notions historiques avec beaucoup de clés de réussite. On n'a pas reçu de nouvelles questions. Juste, vas-y, bien sûr. Ouais, par rapport aux préoccupations qui pourraient être faites par les riverains, c'est important que le porteur de projet il apporte des réponses pour rassurer, en fait, parce que souvent, si on prend les projets de méthanisation, on va avoir des craintes sur certains risques de nuisance, alors après qu'ils sont avérés ou pas, quoi. Mais c'est important d'apporter des réponses par rapport à ces préoccupations des riverains. Et pour cela, c'est vrai que ça peut être intéressant, notamment d'organiser des visites d'installations qui sont déjà en fonctionnement, et pour des installations qui sont similaires au projet qui est porté par le collectif. Et ça, souvent, ça permet quand même d'apporter, de montrer concrètement comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'un site de méthanisation, comment ça fonctionne, et puis le fait que les riverains, que les particuliers puissent se rendre sur un site, voir comment ça fonctionne, voir un peu les contraintes de fonctionnement au quotidien, comment ça se passe au niveau du stockage des matières. Ils vont vraiment pouvoir constater par eux-mêmes qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a pas de mouche, enfin voilà, ce genre d'éléments très factuels. Et c'est vrai que ça, on ne l'aura pas si on ne se déplace pas sur un site qui est déjà en fonctionnement. Mais voilà, c'est vraiment tenir compte des remarques et des préoccupations des gens, leur dire qu'on va prendre des mesures justement pour les limiter, leur montrer comment ça fonctionne en vrai, puis essayer de les rassurer, quoi. Alors si la principale préoccupation, c'est la distance par rapport à l'unité, c'est vrai que ça peut être plus difficile de changer l'implantation du site, quoi. Mais c'est vraiment des choses qu'on essaie de prendre vraiment très en amont du projet, quoi. Enfin voilà, l'implantation du site de méthanisation, c'est quelque chose où on sensibilise dès le départ les porteurs de projet sur les contraintes par rapport à l'environnement proche, quoi. Merci Guillaume. On a eu une question très intéressante de Bastien Langlois qui dit « Nos retours d'expérience sont surtout liés au projet de méthanisation. Est-ce que nous avons d'autres exemples liés à la valorisation d'autres biomasses, bois, miscanthus, et avec le lien aussi avec les acteurs comme les collectivités ?» Juste avant de passer la parole peut-être à Romain et Guillaume, Bastien, tu mets le doigt sur une question qui revient à chaque fois dans toutes nos réunions. En fait, finalement, les filières de méthanisation, c'est celles qui peuvent émerger plus vite et qui sont plus simples. Et donc, on les voit mieux
Et donc, souvent, nos exemples, ils sont partis de ces filières parce qu'elles sont, d'une certaine manière, plus faciles à étudier. Mais on voit au fur et à mesure du temps, dans ces 5 années du projet, qu'on ne parle plus que méthanisation, mais on parle des fois un peu plus d'autres types de valorisation et pas forcément que énergie. Parce que la bioéconomie, c'est pas que la valorisation de la biomasse en énergie, mais aussi dans tout ce qui est agromatériaux ou chimie. Est-ce que Guillaume ou Romain ou Loïc aussi, vous avez d'autres des exemples liés à d'autres valorisations de biomasse? Après, il y a ce qu'on a vu sur les territoires pilotes, mais peut-être Loïc avec les études. Initialement, on avait l'idée de comparer les 3 territoires pilotes dans ce projet réseau de sites. C'est vrai qu'on n'est pas allé très très loin dans la démarche. Par contre, on peut quand même dire qu'il faut prendre en compte des facteurs de contexte quand même extrêmement différents d'un cas à l'autre et d'un type de valorisation de biomasse à un autre. Je suis pas sûr qu'on puisse aller très très loin dans la montée en généralisation de ce qui fait la dynamique réussie ou plus difficile d'un projet de valorisation de la biomasse. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à conduire parce que les filières de la bioéconomie sont complètement récentes. Donc on n'a pas encore beaucoup de recul, voire même pas de recul du tout. On en a un peu plus, ça commence à devenir bien étudié, mieux compris pour ce qui est de la méthanisation, parce qu'il y a pas mal d'exemples qui émergent et qui se développent. Par contre, pour les autres, je crois qu'il y a quand même un gros travail à faire de compréhension des contextes, des références technico-économiques, de l'articulation avec les filières entre guillemets plus conventionnelles. Mais là, on n'a pas forcément encore beaucoup de recul. Ouais, je partage complètement ce qui vient d'être dit. En fait, c'est vrai que on parle beaucoup de méthanisation, mais en fait, c'est parce que la filière, elle est déjà bien constituée. En fait, elle est déjà en place. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on maîtrise son approvisionnement et qu'on a le débouché, enfin, tu vois, une installation de méthanisation, c'est entre guillemets assez facile à mettre en place, quoi. Enfin voilà, on a tous les critères en main pour pouvoir y arriver, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres filières de valorisation de biomasse. Alors après, on a quand même des exemples qui se développent à droite à gauche par rapport à notamment matériaux biosourcés, enfin voilà, des panneaux isolants en paille. Enfin, ouais, il y a des exemples comme ça qui se mettent en place, notamment dans notre département ou dans l'Oise. Donc voilà, il y a quand même des choses concrètes qui émergent. Bon, ça prend un petit peu plus de temps parce que les filières sont pas autant structurées, mais on va finir par y arriver. Enfin, ça prend un petit peu de temps, mais ça se concrétise de petit à petit, quoi. Merci. Et puis dans les exemples, en fait, il y a aussi ce qui est visible et la face immergée de l'iceberg. Enfin, on vient de parler de la méthanisation, donc tout ce qui va être énergie, ce qui va être lié aux agromatériaux avec l'isolation. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas de la valorisation de la biomasse, mais qu'on ne voit pas en chimie, par exemple. Enfin, vous pouvez déjà acheter en soi des shampoings avec une base de plantes, c'est au supermarché, sauf que ça, c'est des filiales des filières à une autre ampleur. Donc voilà, il y a toute cette question aussi des échelles auxquelles on travaille et de l'importance du territoire, etc. dans les exemples qui fait qu'on arrive à étudier plus ou moins certaines filières. Mais en tout cas, les 3 retours d'expérience qu'on a eu, donc il y avait une seule unité de méthanisation sur nos territoires pilotes, l'autre c'était des approvisionnements de chaudières biomasse et le 3e c'était les agromatériaux. Et comme ça vient d'être dit, on voit que dans chacun il y a aussi des dynamiques différentes, mais qui sont liées à la fois au sujet et aux porteurs de projet, à ses enjeux et au territoire au sein duquel il évolue. Et selon chaque projet, on n'a pas les mêmes questions et du coup, au sein de la démarche Filabium, on ne va pas utiliser les mêmes leviers ou les mêmes outils. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ou poser des questions. On a encore quelques minutes si vous souhaitez. Il y a... S'il n'y a plus de questions, alors, il y a une question. Alors, que j'arrive à la lire en grand, ça sera mieux. Excusez-moi. Alors, c'est une question. Ah non, je ne suis pas sur la bonne question, pardon.
Je vous la lis en direct, on va voir. Selon le type de projet qui peut être différent d'un projet à l'autre, par exemple, la méthanisation ou valorisation industrielle d'un sous-produit, la proportion de chaque type d'acteur, entrepreneur, moteur, leader, neutre, varie-t-elle sensiblement? Et comment est-ce est-ce que ça a finalement une importance sur la conduite du projet? Ah oui, selon la proportion dans la typologie d'acteurs. Donc, si je reformule tout ça, c'est une question plutôt pour Loïc et on avait débattu aussi avec Romain et Guillaume sur dans la typologie qui est proposée, on voit 4 types d'agriculteurs et finalement, est-ce que dans les projets, ils sont tous dans la même proportion, le leader, le moteur, le neutre ou l'entrepreneur, ou bien il y a une proportion différente et est-ce que selon le type de projet, ça peut évoluer? Donc peut-être que Loïc, tu peux répondre par rapport à l'étude qu'on a faite et Romain et Guillaume nous dire si, selon les projets, vous voyez que ça peut évoluer selon le type de projet. Peut-être Loïc, si tu peux. Je pense qu'effectivement, il faut se garder de voir ce modèle de typologie comme un modèle complètement figé et fixe. C'est évident que ça va varier d'un projet à l'autre. On n'est même pas sûr de retrouver a priori d'ailleurs toujours ces 4 catégories. Et comme on vient de dire à l'instant, c'est aussi évolutif dans le temps. Hein. Très bien avoir l'émergence d'un leader qui, au bout d'un moment, passe la main ou a un relais avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense que là, il faut plutôt voir cette approche de ces typologies en 3 ou 4 catégories comme plutôt l'idée qu'il va falloir identifier a priori dans un groupe qui pourra avoir ces profils et comment on peut leur attribuer un rôle, plutôt que de dire il faut absolument faire émerger ces 3 catégories, ces 4 catégories. On est plutôt dans une démarche, entre guillemets, un peu constructiviste là. On se dit, on fait émerger ces rôles-là parce qu'on pense que pour une dynamique de projet global, ça va être utile. Ça va être utile de s'appuyer sur un leader, ça va être utile de s'appuyer sur des moteurs, ça va être utile de s'appuyer sur des agriculteurs suiveurs, par exemple. Mais c'est pas de dire qu'ils existent toujours déjà sur place. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Il faut faire émerger et puis il faut utiliser entre guillemets cette typologie. Comme c'est une démarche, hein, Philabium. Donc, Philabium, c'est un outil, c'est se donner un outil pour essayer d'agir sur ce qu'on observe et essayer de démarrer une dynamique de projet. Donc, il faut plutôt voir ça comme un outil qu'on va essayer de mettre en place, qu'on va essayer d'activer, avec le souhait évidemment que ça fonctionne, hein, mais que le résultat n'est jamais garanti. Merci Loïc. Romain, Guillaume, sur peut-être la proportion du type d'agriculteur et selon le type de projet, comment ça peut évoluer aussi parce que finalement, il n'y a pas besoin de 10 leaders et un seul moteur, c'est plutôt un leader et d'autres agriculteurs dans différentes catégories. Comment est-ce que ça évolue d'un projet à l'autre ou au cours du projet? On a déjà parlé au cours du projet, mais d'un projet à l'autre. Est-ce que vous avez des retours d'expérience? Effectivement, souvent on a 1 ou 2 leaders. C'est souvent par lui que démarre le projet d'ailleurs. Et puis après, si on continue sur les proportions, on a quand même une grosse majorité qui souhaite s'intéresser sur la partie plutôt production, conception, matériel, et toujours une très faible partie sur la partie, sur le modèle économique, l'optimisation, l'aspect financier, quoi. Après, ça évolue un petit peu plus une fois que les agriculteurs ont défini le matériel qu'ils voulaient. Là, on a une partie des porteurs de projets qui s'orientent plus sur la partie business plan. Mais voilà, c'est plutôt le début vers l'aspect matériel, production, ce qui les concerne et ce qu'ils connaissent le mieux, hein, pour s'orienter vers la fin plutôt sur l'aspect économique et financier. Je sais pas si Guillaume, tu peux valider ça, mais ouais, je dirais que c'est un peu du cas par cas quand même. Après, ça va vraiment dépendre des centres d'intérêt et puis des sensibilités de chaque agriculteur. Après, oui, ce qui est important, c'est avant tout quand même d'avoir des leaders dans le groupe, parce que sinon, le projet avancera pas, ou alors que ça avancera que sur la seule volonté ou dynamique du conseiller. Donc, c'est pas forcément l'objectif. En tout cas, c'est pas comme ça que nous, on veut accompagner des projets. On veut vraiment que le projet soit porté par le groupe. Enfin, on pense que c'est la meilleure façon qu'il aboutisse et qu'il réussisse après dans la durée.
C'est sûr qu'après les profils, ils vont évoluer en cours d'accompagnement, en cours d'évolution du projet, ça c'est évident. On va avoir des agriculteurs qui seront plus intéressés sur certains aspects. Enfin, Romain vient de le décrire. Donc non, enfin c'est un peu, chaque cas est particulier. Maintenant, c'est sûr que si on n'avait vraiment pas d'agriculteurs leaders dans un groupe, je pense que ce serait compliqué d'aboutir et de concrétiser le projet. Ça c'est évident, quoi. Et au contraire, enfin à l'inverse, si on avait trop de leaders dans un groupe, s'ils n'avaient pas forcément tous les mêmes objectifs ou la même façon de voir les choses, ça pourrait être aussi compliqué d'arriver à les mettre d'accord, quoi. Enfin voilà, il faut trouver un juste milieu, quoi. Mais avant tout, c'est d'avoir une bonne entente dans le groupe. Enfin voilà, des agriculteurs qui se font confiance, qui se connaissent, qui ont peut-être déjà travaillé ensemble. Ça c'est important aussi, hein, parce que quand on mutualise des moyens de production, des moyens financiers, je pense qu'avant tout, c'est important d'avoir une vision commune, d'avoir des objectifs communs et puis aussi de bien s'entendre, hein, parce que s'engager sur des projets dans la durée d'une durée de 15 ou 20 ans, c'est quand même important, surtout qu'on va la plupart du temps assister à des changements de génération, puisqu'on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont engagés dans des projets qui ne sont pas forcément très loin de l'âge de la retraite. Donc à un moment donné, leur exploitation sera transmise, eux ils seront plus dans le groupe, ce sera éventuellement leurs enfants ou des tiers qui vont reprendre les projets, enfin, qui participeront en tout cas au projet. Donc il y a aussi ces aspects-là qu'il faut prendre en compte, hein. Merci beaucoup Guillaume et Romain et Loïc pour cette réponse. Je pense que tout ce qu'on en dit revient vraiment sur le constat que je vous présentais dans l'autre partie du webinaire sur l'importance de prendre à la fois en compte dans un projet le technique et l'humain, le territorial. Et c'est un peu toute vocation, elle porte aussi sur ça et beaucoup en fait finalement, si on a orienté le sujet, mais sur cette prise en compte de l'humain et l'importance que ça peut avoir pour conduire un projet et faciliter l'essor des filières de la bioéconomie. Il y a une dernière question à laquelle je vais répondre et ensuite on va conclure. C'est la question de savoir est-ce que si le porteur de projet finalement il a mal commencé sa relation avec les autres acteurs du territoire, qu'on commence à voir émerger un problème d'acceptabilité, est-ce que la démarche Filabium elle peut être mobilisée et essayer de rattraper le coup? On n'a pas eu l'occasion, donc je ne peux pas répondre par un retour d'expérience et à montrer une preuve à l'appui que oui. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est certainement une bonne idée de se renseigner sur la démarche Filabium et de consulter des experts dans le domaine qui vont permettre d'apporter un conseil aux porteurs de projet pour essayer de rattraper le coup. Donc, j'aurais tendance à dire de principe, plutôt oui, et ça veut aussi dire que le porteur de projet est en train de se remettre en cause et voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et donc il y a certainement du travail à faire pour permettre l'émergence de son projet et essayer de rattraper les choses. En tout cas, ça vaut le coup d'en discuter. Je vous propose de conclure ce webinaire. Un grand merci à vous tous. Je vous ai remis les coordonnées ici. Si vous avez des nouvelles questions, on est là pour vous écouter et pour échanger avec vous.